L'entreprise JFA, Jus de fruits d'Alsace de Sarre-Union, a ouvert ses portes au public au courant de l'été. Nombreux furent les touristes, mais aussi les locaux, à participer à cette visite commentée de la société du groupe LSDH, laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, spécialisée dans le conditionnement de jus de fruits et de boissons. D'une durée de 2 heures, la visite a débuté par la projection d'un film retraçant l'historique de l'entreprise, qui fut fondée en 1956 par l'ancien sénateur Louis Young. C'est Sébastien Brabant, salarié chez JFA depuis 27 ans, qui a présenté la société. On apprenait notamment que depuis 1994, il n'y a plus d'activité de pressurage de fruits, l'usine de Sarre-Union s'étant spécialisée dans le conditionnement. Forte de 320 salariés, ce sont près de 400 millions d'unités qui sortent chaque année des 17 lignes de conditionnement. Près de 1000 références différentes y sont produites selon la volonté des clients, que ce soit des purs jus, des nectars ou encore des smoothies. Un moment de dégustation a d'ailleurs permis d'en apprécier la qualité. À l'issue de cette présentation, le public s'est réparti en 2 groupes pour découvrir tout d'abord les multiples lignes de conditionnement, le point d'orgue de la visite étant sans conteste l'impressionnant transstocker totalement automatisé pouvant abriter 35 000 palettes. Mais avant cela, le groupe a fait une halte près du laboratoire. Donc voilà, donc comme exposé en salle, vous avez ici la partie laboratoire, la partie recherche et développement qui se trouve à ma gauche, donc à votre droite, où on recherche, on développe tous les nouveaux produits qu'on peut proposer à nos clients ou que nos clients aussi nous demandent. Ils ont des demandes des fois, voilà. Donc on fait des mélanges, on fait des choses. Ça c'est toute la partie recherche et développement. Vous avez ici la responsable qualité et la responsable qualité opérationnelle là-bas. Et ici vous avez les laboratoires d'analyse qui analysent tout ce qui rentre, tout ce qui est mis en bouteille chez nous et tout ce qui en ressort. Aujourd'hui on veut et on a renforcé tous nos contrôles qualité de façon à éviter d'avoir un scandale comme on a pu voir dans certaines branches ces derniers temps, ça a encore été. Donc nous on a la partie du fond là-bas où on analyse toutes les matières premières qui arrivent. On va vérifier la température. Si la température est au-dessus de 5 degrés, on a des risques de fermentation, on a des risques de choses comme ça. Donc ça nous arrive de refuser des citernes. Malgré qu'en plus le marché soit tendu sur les livraisons, il nous arrive quand même encore quand la matière n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Elle repart, on la replombe et on la renvoie. Après ça, vous avez toute la partie analyse, vous verrez. J'ai des collaborateurs sur les lignes de production. Ils ont des analyses à faire en permanence tous les temps et tant de temps, des rapports à remplir et après le labo reprend des échantillons, revalide. Donc on va vérifier au déchargement des citernes, je vous disais la température, le taux de fruits. Et après, en fonction de certains fruits, d'autres choses. Là, sur la partie embouteillage, on va vérifier que le bouchon ait bien été mis, que la partie à l'intérieur de la brique soit restée stérile, puisque on est sur des pasteurisateurs, on pasteurise à plus de 90 degrés. On met en bouteille ou en brique et on le garde de façon stérile en permanence. Et vous avez surtout sur la partie emballage carton, beaucoup de soudure, c'est des différentes couches de carton et de plastique qui sont thermosoudées. Ça, il faut qu'on les vérifie aussi. Il ne faut pas que le jus, s'il y a une soudure qui n'est pas bonne, à ce moment-là, la brique n'est pas étanche, l'air risque de rentrer dedans et vous risquez d'avoir de la fermentation. Donc toutes ces choses-là sont vérifiées avant de pouvoir mettre les briques ou les bouteilles sur le marché. Voilà, tous ces tests-là, on n'a pas le choix. Et il y a une quarantaine qui est faite, qui est mise en place de façon à éviter toutes ces choses-là. Et après, derrière, s'il y a une réclamation client, elle est traitée par le laboratoire. Donc là, on va arriver dans le bruit et la chaleur. Vous avez la partie ici qui démarre avec le hall de production. Vous avez une partie là-devant qu'on ne verra pas parce qu'on n'a malheureusement pas de passerelle. Il y a la ligne 33 centilitres, il y a 2 lignes 1 litre, briques, carton 1 litre, et la ligne plastique qui se trouve dans le hall là. C'est un hall qui était dédié au stockage avant, qui depuis le transstocker a été transformé en hall de production. Mais bon, les principes sont quasiment les mêmes. Ici, la ligne embouteillage verre, donc je vous le disais, multiformat, on peut faire du 20 centilitres jusqu'au 1 litre, différents emballages. La différence entre le verre et toutes les autres lignes de production, c'est un soutirage à chaud. On pasteurise le jus à 95 degrés, on le met en bouteille, on met la capsule et après on refroidit. C'est le grand tunnel que vous avez juste devant vous là en bas. Il y a 9 bains différents qui permettent de refroidir progressivement la bouteille. Parce que si on passait de 90 degrés ou 95 degrés à moins de 20 degrés en une fois, le choc thermique serait trop important et le verre casserait. Donc on met, c'est exactement comme quand on stérilise des bocaux à la maison, on met dedans, on chauffe, on ferme et en refroidissant, on fait comme l'air chaud est plus dense que l'air froid, en refroidissant, l'air rétrécit dans la bouteille, c'est ce qui aspire la capsule.
C'est aussi pour ça que quand vous ouvrez une capsule, il y a une résistance et ça fait clac. Donc voilà, je m'arrête juste ici pour vous montrer la différence aussi entre le verre et le reste. On verra un peu plus loin, les briques sont faites soit avec des rouleaux de papier qu'on déroule et on forme la brique, ou alors des étuis prédécoupés. Sur la ligne verre, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on réceptionne le verre en palette vide. On va dépalettiser les bouteilles, on va les passer juste là en dessous. Vous avez ce qu'on appelle une rinceuse qui permet de rincer les bouteilles et de les stériliser. Et après, on va mettre le jus dedans. Donc, c'est des phases qui sont beaucoup plus longues. Avec une palette de bouteilles vides, vous allez refaire une palette de bouteilles pleines en sortie. Hein, sauf s'il y a de la casse. Mais autrement, c'est comme ça. Sur un rouleau de papier, vous faites plusieurs palettes avec un seul rouleau de papier. Ce qui explique aussi la différence de prix sur le verre par rapport au carton ou par rapport au plastique. Sur le plastique, c'est un petit tube à essai comme ça en plastique qui est chauffé. On va injecter de l'air à une certaine pression et la bouteille va se gonfler et se coller contre les moules pour former la bouteille. Pareil, avec une palette de bouteilles, ce que nous on appelle des préformes, avec une palette de préformes, on fait je ne sais plus combien de palettes de produits finis. Donc tout ça, ça économise en transport, en énergie, en plein de choses. Donc ici sur ma droite, vous avez la partie préparation. En 92, quand l'usine a été formée, on déchargeait toutes les matières premières ici, on préparait les jus de fruits, on les pasteurisait et on les envoyait en bas. Avec le transstocker, on a rajouté un hall, on le verra un tout petit peu derrière le hublot, où aujourd'hui on réceptionne les matières premières et on fait les pré-mélanges là-bas. Une fois que ça c'est fait, on les envoie ici en préparation et on va terminer les jus pour les envoyer en pasteurisation. C'est un peu la différence entre aujourd'hui et avant. Là vous avez 4 lignes tétra 20 centilitres, vous en avez 2, c'est des briques 20 centilitres carrées et les 2 autres c'est encore les anciennes générations de briques rectangulaires. D'accord? Donc on a de la demande sur les 2, voilà pourquoi on garde une partie de la nouvelle génération, enfin on a la nouvelle génération et on a une partie de l'ancienne génération où on a supprimé la paille et on l'a remplacée par l'opercule en plastique ou alors des pailles de substitution. Mais encore une fois, c'est compliqué, on a très peu de clients qui nous valident les pailles parce que c'est compliqué dans la durée à maintenir. Donc les 2 lignes à briques carrées sont principalement dédiées pour McDonald's par exemple. Il faut savoir, on soutire aujourd'hui une grande partie pour McDo. Toutes les briquettes que vous trouvez pour les gamins dans les box sortent de Sarreguemines. Donc ici rapidement vous avez un exemple, comment se passe la pasteurisation. Donc on réceptionne bien dans une cuve de réception. Si on doit préparer, on prépare. On va envoyer ça dans un pasteurisateur. Donc en fait le jus passe au milieu et autour vous avez d'abord de l'eau chaude qui est montée à 95 degrés et en fin de pasteurisation on redescend à 20 degrés. Parce que si on mettait le jus chaud dans la brique, en refroidissant, l'air chaud devient plus petit, donc la brique se déformerait. Sur les anciennes générations de machines comme les Tetra Pak 1 litre qu'on a ici, en fait le bouchon est mis à l'extérieur de la machine. Donc la brique est formée dans la machine et le bouchon est mis juste là en dessous. Alors que sur les nouvelles générations de machines, le bouchon est mis à l'intérieur de la machine et la brique sort de la machine avec le bouchon dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez sur la ligne de production comme celle-ci, c'est un rouleau de papier comme vous avez là-bas derrière. Il est mis à l'arrière de la machine, le rouleau est déroulé, on forme un tube, on vient fermer le tube, on met le jus dedans, on referme le tube au-dessus et après il y a des mâchoires qui forment la brique carrée. Hein, il y a une soudure au milieu entre les deux dans le tube et après c'est en fait des soudures basses, soudures hautes, après des pinces qui viennent replier le papier dessus. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, chaque opérateur a des tests à faire. Il est obligé de vérifier que les soudures soient bonnes. Comme toute machine, comme votre voiture va en révision au garage, on est obligé aussi de vérifier. Avec les vibrations, avec la production, les machines se dérèglent. Donc régulièrement, on est obligé. Donc ils prennent des échantillons, vous allez peut-être le voir pendant la visite, ils pèsent. Il faut aussi qu'on garantisse que dans une brique 1 litre, il y a 1 litre. Donc c'est tant de poids. En fonction de la densité du jus, il faut le poids. On ne peut pas vous vendre moins d'1 litre
Si on vous vend une brique d'1 litre, c'est 1 litre à minima. D'accord? Après ça, ils ont les tests de soudure. Là, vous voyez sur les tables, il y a un petit flacon avec un liquide rouge, violet, foncé. Ça, c'est pareil. C'est un liquide avec une couleur et un puissant solvant. On va le mettre le long des soudures, on va attendre un certain temps et on va retourner la brique. Si le produit rouge, il peut être bleu aussi sur certaines lignes, à passer les soudures, ça veut dire que les soudures ne sont pas étanches et qu'on a un risque d'entrée d'air et de fermentation. Donc ça, c'est des tests que mes collègues font régulièrement. En plus des tests que font le labo. Là, par exemple, il va peser. Après ça, une fois qu'il a pesé, pour pouvoir vérifier les découpes, il va casser la brique dans le bac de vidange, il va découper sa brique, il va faire ses tests. Et il faut savoir aussi, ça c'est la conception de la machine qui est aujourd'hui comme ça, à chaque arrêt et à chaque redémarrage, la machine doit se synchroniser. Et on perd quelques emballages au début. Donc c'est les briques que vous pouvez voir dans les poubelles ou dans les caisses que vous avez à côté. C'est en fait des briques qui, c'est les démarrages de synchronisation. Le papier n'est pas tout à fait encore synchronisé. On n'est pas sûr que les soudures soient encore assez chaudes. Donc tout ça, c'est les briques qui sont éjectées. Donc sur les autres lignes là-bas, c'était un rouleau de papier qu'on déroulait. On formait un tube. Ici, vous avez des étuis qui sont prédécoupés. Donc la machine, on va mettre les étuis dans la machine debout. C'est un système de ventouse qui va venir prendre la brique, un autre système de ventouse qui va écarter. Même principe, on ferme le fond, on met le jus et on ferme le dessus. Donc comme je le disais tout à l'heure, au niveau du service préparation qui est là-bas, on a créé un nouveau hall avec des grandes cuves de réception pour réceptionner les matières premières. Donc tout ce qui arrive en citerne ou en flux arrive là-bas et déchargé là-bas. Là devant, vous avez des grandes cuves de 185 000 litres qui nous permet de faire de mettre plusieurs citernes dedans. J'en parlerai un peu plus là-bas parce que là, avec le bruit, ça résonne beaucoup. Et vous avez des cuves qui vont jusqu'à 500 000 litres. Donc juste pour finir la partie production, ici vous avez deux lignes briques 2 litres. Donc ce qu'on nous on appelle le format familial. Vous avez une machine Tetra Pak ici et une machine Elopak ici. C'est exactement la même brique, elle est exactement la même, sauf que c'est deux concurrents. Pourquoi avoir pris deux concurrents? Parce qu'à l'époque on a démarré avec une Tetra Pak qui est capable de fournir que 5000 briques de l'heure, alors qu'Elopak nous proposait une machine à 9000 briques de l'heure, donc presque le double. Et on n'avait pas de place pour mettre 3 machines Tetra Pak, donc on a opté pour ça. Après c'était un prototype, le lancement a été dur, et garder la cadence de 9000 briques, c'est dur aussi. Mais ça permet, par rapport à la place qu'on avait, de pallier à un manque de place. Donc ici, on arrive à la sortie de production. Dès que vous avez 4 palettes qui sont prêtes, un des 5 robots est sollicité pour aller chercher les 4 palettes et les ramener ici à l'entrée du transstocker. Donc ces robots-là sont entièrement automatiques. Ils ont 2 grosses batteries pour aller chercher les palettes. Et quand ils arrivent en bas, à 10% d'efficacité au niveau des grosses batteries, ils vont aller derrière le numéro 5, là-bas il y a le grillage qui s'arrête, ils vont tourner à gauche, ils vont se mettre en place, sortir les batteries, se déplacer avec une petite batterie comme on a dans les voitures et charger les batteries qui sont pleines, les charger et elles ressortent là où redémarre le grillage là-bas. Donc entièrement automatique, elles sont guidées avec la petite partie bleu foncé que vous avez au-dessus qui tourne et les poteaux blancs avec les cellules blanches. Donc on va se rapprocher un tout petit peu de l'entrée et de la sortie du transstocker. Donc les robots ramènent les palettes, 2 possibilités. La palette, elle a déjà été houssée en production. C'est pareil, ça dépend de la demande du client. Soit elle est houssée, donc au départ on houssait tout. Aujourd'hui on housse et on banderole. Donc la housse, on va mettre une housse autour, on va la chauffer, elle va se thermo-rétracter. C'est pour le transport en fait. Et si ce n'est pas des housses qui veulent, c'est un banderolage, c'est la machine orange que vous voyez là-bas, c'est un film plastique qui tourne autour. Donc ici vous avez l'entrée, le premier convoyeur c'est l'entrée du transstocker, on est capable d'envoyer 210 palettes en 1 heure à l'intérieur et d'en sortir 280 en même temps. C'est le convoyeur d'à côté. Soit les palettes sont prêtes pour être expédiées, elles vont aller à gauche et elles vont aller au quai, on verra les quais après. Soit il y a un problème sur la palette qui est détecté à l'entrée ou à la sortie, et la palette n'est pas conforme,
elle va sortir tout droit et elle va être retraitée par mes collègues. En face, vous avez encore des des racks de stockage comme on avait avant. On a encore les traces au sol. Hein. Ça, c'est pour les fins de production. On arrive rarement à arrêter une production avec une palette complète. Hein, il y a de la casse, il y a des arrêts machines, il y a des choses comme ça. Donc à chaque fois qu'on arrête une production, que la palette n'est pas complète, on va la stocker là-bas. Et une fois qu'on redémarre la nouvelle production, on va la remettre en service. On va la compléter, la remettre en service. La seule chose qu'il y a sur la palette, il y aura 2 étiquettes. Une avec la date d'aujourd'hui et une avec la date de la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc tout ça, c'est suivi par mes collègues qui sont là. Et comme je vous le disais, on a démarré dans les années 60. On a encore des petits distributeurs de boissons qui existent dans le secteur, qu'on peut livrer. Donc on a une zone, ce qu'on appelle une zone picking, c'est-à-dire une zone de tri, où on va pouvoir préparer des palettes avec 50 litres d'orange, 30 litres de pommes et ainsi de suite pour des petits distributeurs du coin. Il faut savoir que par le passé, quand on avait les racks ici, le chauffeur il arrivait, il se présentait à l'accueil, il donnait son numéro de commande, on appelait le cariste, on lui disait la commande Intel est arrivée, tu peux préparer à quai. Entre le moment où il arrivait et le moment où il partait, il fallait compter entre 2 et 3 heures d'attente jusqu'à ce qu'il soit chargé. Aujourd'hui, il se pointe à l'accueil, on lui donne un numéro de quai. Au moment où il est à quai, la commande est quasiment sortie. En 35 minutes, il peut être parti. On va rentrer dans le transstocker pour voir le bébé. Ah oui, bah ça c'est intéressant. Il y a 3 mètres d'enterré. Hein. De la route, quand vous passez derrière, il y a 3 mètres qui sont enterrés qu'on ne voit pas et il y a 32 mètres au-dessus. Mais en tout, chez nous, de la dalle en bas, là, jusqu'en haut du toit, il y a 35 mètres. Donc voilà, là vous avez, comme dirait une certaine pub, le cœur de la maison. Chez nous, c'est pas la cuisine, c'est le transstocker. Vous avez donc un bâtiment de stockage automatique d'une capacité de 35 000 palettes. Donc le bâtiment fait 35 mètres de haut, il fait quasiment 90 mètres de large et 85 mètres de profondeur. Il y a 15 hauteurs de palettes, il y a une trentaine, je crois, de palettes stockées. Vous avez 2 navettes, une qui va à gauche, une qui va à droite, et 8 mâts qui permettent de stocker ou de déstocker. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut stocker 210 palettes en 1 heure et en déstocker 280 en même temps. Soit quasiment 500 palettes qui circulent en 1 heure sur les 2 convoyeurs. Entièrement automatisé, hein, puisque l'être humain ne rentre dedans que quand il y a une panne. Alors, plusieurs possibilités quand on a un souci, ça arrive, hein, c'est comme la voiture, elle peut tomber en panne. Le transstocker, c'est pas non plus, ça reste des machines. La première, c'est que sur chaque mât, il y a une caméra embarquée. Donc les opérateurs du bureau avec le toit en métal, là, ils ont le visuel avec la caméra. S'ils se rendent compte que c'est un petit détail, un bout de plastique qui s'est décollé, par exemple du banderolage, un autocollant qui est mal collé, ou la palette qui s'est mis un tout petit peu de travers quand ils l'ont mis en place, ils peuvent récupérer la main sur une tablette, programmer la tablette et descendre la palette en manuel. Deuxième cas de figure, avec la caméra, ils n'arrivent pas à faire la levée de doute. Là, il leur reste la cabine. Donc ils peuvent monter avec la cabine, hein, ils arrêtent la partie automatique, ils rentrent dedans, ils s'accrochent, ils rentrent avec la cabine, ils vont voir sur place ce qui se passe. Si sur place, ils peuvent le dépanner, ils le dépannent. Il n'y a pas de souci, ils le font. Dernier cas de figure, c'est quand les fourches et la palette restent bloquées au moment où ils mettent la palette ou ils la sortent. Là, le mât se met en travers, il ne peut pas redescendre. Donc là, dernière chance, c'est l'échelle que vous voyez là, la belle échelle bien droite, 35 mètres de hauteur à monter. Donc là, la difficulté en plus quand vous montez à ce type d'échelle-là, c'est qu'en fait, vous avez une façon spécifique de monter. L'échelle à crinoline qui nous permet de monter en toiture, vous avez un arceau de sécurité derrière. Donc vous pouvez à n'importe quel moment vous balancer un peu en arrière. Tous les 6 mètres ou tous les 8 mètres, vous avez un plateau, vous arrêtez, vous vous reposez, vous soufflez, il n'y a pas de souci. Là, vous avez une échelle droite de 35 mètres. Si vous vous penchez trop en arrière, vous touchez les ferrailles et vous risquez de vous blesser. Si vous voulez vous arrêtez sur vos pieds. Et plus longtemps vous arrêtez, plus les pieds y chauffent. Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à rester. Donc arrivé en haut, quand vous allez monter les 35 mètres, vous êtes asthmatique parce qu'il vous manque un poumon, hein, c'est quand même 35 mètres à monter à l'échelle. Et alors le pire, c'est le lendemain. Je dis toujours aux gars, bon, il n'y a pas que les mollets. En fait, au lieu de monter comme ça, vous êtes obligé de monter en fait bien plaqué. Et vous montez un peu comme l'homme araignée. Donc en fait, vous avez des muscles qui travaillent à l'arrière, vous avez des muscles dans les épaules et dans les bras qui ne travaillent pas le reste de l'année. Donc ça vous donne un peu une vision de la vieillesse plus tard, parce que le lendemain,
Vous vous levez, vous avez l'impression d'avoir 80 balais. Et quand vous êtes en bas, vous êtes content de retoucher le plancher des vaches. Et est-ce que vous avez une ceinture de sécurité? Oui, harnais avec ce qu'on appelle une longe courte, puisqu'on ne peut pas avoir beaucoup de place, parce que vous pouvez que vous laisser tomber droit, hein. Vous ne pouvez pas vous jeter en arrière, parce que comme dit, vous tombez tout de suite sur les lisses en ferraille et vous risquez de vous faire mal. Donc en cas de chute, vous allez descendre d'un coup, et vous avez une sécurité très courte qui permet de bloquer ce qu'on appelle un stop chute. Ah oui, c'est obligatoire. Et tout le personnel qui rentre là-dedans est formé. Il n'y en a pas un qui rentre qui n'est pas formé. Parce que faut pas avoir peur du vide, faut pas... Et puis quand vous voyez, alors on va peut-être pas le voir parce que le mât il va peut-être pas revenir là, mais quand les mâts reviennent, ça fait ça. Donc non seulement vous montez en hauteur, mais en plus ça bouge comme ça, donc il faut pas avoir le tournis. Si on regarde, il y a quelques pannes dans la semaine. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec les caméras ou avec la cabine. Donc dans la semaine, ça représente peut-être, ça dépend des semaines, 5 à 10 interventions à la semaine. Donc c'est pas grand chose. On traite des fois, comme dit, 3000 palettes de jour, donc c'est peanuts. Si on ramène ça en pourcentage, c'est rien du tout. Et après des palettes, enfin le mât qui est vraiment coincé, ça c'est 5 à 10 interventions, peut-être 15 maximum à l'année. Donc c'est pas, voilà, il n'est pas... Il monte souvent avec la cabine, mais il monte rarement à l'échelle. Non, ça marche quand même relativement bien. Et après, avec les débits qu'on a, les révisions, vous n'avez pas le choix, hein, vous êtes obligé de les faire. Hein, donc, les galets sont changés régulièrement. Là, on a changé les câbles il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est comme un ascenseur. Hein. Comme un ascenseur. Hein. Là, vous n'avez pas le choix. Sur de l'automatisme comme ça, il faut faire du préventif. Vous ne pouvez pas vous dire, j'attends la prochaine. Donc on termine la visite par ici hein, en fait, et donc là vous avez la sortie du transstocker. Vous le voyez, hein, les palettes, une fois qu'elles ont été rentrées dans l'ordinateur, vont être cherchées par les mâts, vont sortir ici et vont arriver directement à quai. Vous avez le même principe qu'à l'intérieur du transstocker, 2 navettes hein, qui distribuent sur les différents quais, et après vous avez des convoyeurs qui sont en pente. Ces convoyeurs là sont mécaniques. Et on n'a pas pris une version encore automatisée machin, c'est vraiment mécanique puisque tous les 10 rouleaux il y a un rouleau frein. Ce qui permet, comme c'est en pente, que la palette arrive tout doucement à quai, qu'elle n'arrive pas trop vite et qu'elle ne risque pas de se béner à quai. Et donc, une fois qu'elle arrive à quai, ben, elle est chargée par les chauffeurs ou par du personnel interne. Ça, c'est encore une fois des conventions et des choses en fonction des transporteurs. Soit c'est nous qui sommes chargés du chargement, soit c'est le chauffeur qui doit assurer son chargement. Voilà, et donc derrière le hublot là, vous avez la station d'épuration. Hein. Donc il faut savoir qu'on a notre propre station d'épuration depuis 2002. On fait, comme je vous le disais, de l'environnement depuis 1999. Hein. On a démarré la politique environnementale. On est certifié ISO 14001 avec l'agrément EMAS, de façon à traiter vraiment nos effluents et de les rejeter propres dans le milieu naturel. Alors c'est assez marrant parce qu'en plus on est soumis à des règles plus strictes qu'une station de ville par exemple, alors qu'une station de ville a bien plus de polluants qui arrivent à la station que nous. Et voilà, c'est comme ça, c'est comme dirait la pub, c'est le jeu ma petite Lucette, hein. C'est le jeu, donc on est obligé de s'y conforter. Et donc on a ça, et vous voyez du hublot, vous voyez aussi les cuves de ce qu'on appelle l'extinction automatique pour l'incendie du grand bâtiment là. Il faut savoir qu'on a quand même besoin de 2 cuves de 800 000 litres de flotte au cas où il y avait un départ de feu là-dedans. Donc voilà, donc ça c'est ISO 14001 avec l'agrément EMAS, mais bien sûr pour satisfaire tous nos clients, on a énormément de normes alimentaires qui sont demandées par nos clients et auxquelles on est obligé de se conformer pour pouvoir vendre nos produits et pour pouvoir leur vendre nos produits. Donc, non, pas pour le moment. On touche du bois, donc là c'est que du bois de singe, mais c'est toujours ça. On touche du bois, pour l'instant pas. Le niveau descend en effet, mais pour l'instant pas de façon alarmante on va dire. Donc il faut savoir qu'on pompe directement l'eau du sol, hein. On a nos propres pompes et on n'est pas sur la nappe phréatique, on est sur ce qu'on appelle une veine intermédiaire qui nous permet pour l'instant de satisfaire à nos besoins en eau. Maintenant, si on avait vraiment des problèmes avec la nappe, on pourrait toujours, entre guillemets, passer sur le réseau de ville, puisqu'on est relié au réseau de ville aussi, mais à date, on ne l'utilise pas pour... c'est juste un secours. Maintenant, si le niveau descend et que nous, on a du mal à chercher l'eau au fond, je pense que la ville aura du mal à nous fournir de l'eau aussi, donc voilà.
Mais dans les prochaines années, ça peut être... Vous consommez combien quand même? Comment? Combien d'eau vous consommez par jour, par mois ou par an? Écoutez, dans les chiffres, je ne pourrais pas vous dire. Je peux juste vous dire que par le passé, on était quasiment à 4-5 litres d'eau pour 1 litre de jus de fruits. Aujourd'hui, on est à moins de 2 litres pour faire 1 litre. Donc, ce qu'on prend, l'eau qu'on met dans les jus à base de concentré, dans les nectars et tout ça, et tout ce qu'on utilise pour le nettoyage, pour la pasteurisation aussi, parce qu'il faut de l'eau chaude pour la pasteurisation. Et après, derrière, voilà, il y a une partie, même si on est en boucle sur certaines eaux de rinçage qu'on peut récupérer un certain nombre de fois, malgré tout, il y a des moments où il faut aussi qu'on jette. Non, c'est le gaz. Pour l'instant, c'est le gaz. Donc, on est en train de réfléchir à des solutions palliatives, parce qu'en effet, vu que c'est tendu sur le gaz aussi, si demain on avait une coupure de gaz, par exemple, comme certains en parlent, eh ben on est relativement mal. Parce que, comme dit, les purées et tout ça, on peut les stocker en frigo congelé, mais par contre, les purs jus, on ne peut pas. En fait, il nous faut de la vapeur pour les pasteuriser. Et un pur jus, vous pouvez le tenir, mais pas longtemps, parce qu'il est réfrigéré en permanence. Et chaque fois qu'il passe dans les circuits, en fait, il est abîmé mécaniquement aussi. Donc vous perdez en qualité de produit. Donc on ne peut pas... Une coupure de gaz sur 8 ou 15 jours, ce serait la mort pour nous. L'avenir nous dira et on verra. Ce qui fait aussi la force de JFA, c'est de toujours être en avance sur beaucoup de choses. C'est ce qui leur a permis, comme dit, de faire pas mal de produits que personne n'avait encore pensé à faire, pas mal de choses mises en place qui permettent justement de rester compétitif et de rester performant sur le marché français. Donc voilà, moi-même et JFA, on vous remercie d'être venu visiter notre usine. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris quelque chose. Voilà, donc notamment sur les différents produits qui sont faits chez nous, les différentes qualités de produits aussi. Donc on précise toujours à la fin de la visite aussi que voilà, avec l'eau, les jus de fruits sont encore les seules boissons où on n'a pas d'arôme artificiel, où on n'a pas de conservateur et de choses comme ça. Ça reste quand même important pour nous de le dire. On est vérifié, on est audité régulièrement par nos clients et par les marques. Donc, il n'y a pas un mois où on n'est pas audité sur quelque chose. Donc voilà, on se doit de toujours montrer patte blanche. Voilà, donc avant de vous laisser repartir, on a quand même quelque chose pour vous. Donc voilà, un petit sachet avec des produits. Vous avez également à l'intérieur une feuille qui reprend ce que je vous ai dit en salle sur les différents produits. Donc si jamais je me suis trompé, n'hésitez pas à venir me le redire. Mais normalement, comme je suis là depuis 95, je ne dois pas m'être trompé beaucoup. Merci, bonne journée, bon retour.